Avec vous, Paul Vallée, bonsoir. Vous êtes historien, chercheur associé au Centre de sécurité politique de Genève. La démonstration de force de Prigojine aura été donc de courte durée, mais il aura réussi malgré tout à prouver qu'en 24 heures, il pouvait changer totalement le rapport de force. Eh bien, ça fait à peu près 1 heure et demie qu'on a entendu cette extraordinaire nouvelle de l'arrêt de la marche sur Moscou des forces de Wagner. Pour ma part, je serais assez étonné que ça soit la fin de l'histoire et que justement tout se soit réglé en 24 heures. Ce qui s'est déroulé justement toute cette journée est, je pense, bien trop grave, bien trop déstabilisant pour Vladimir Poutine. Enfin, on a entendu quand même, on en parlait avec votre chroniqueur juste avant, la sévérité de du discours qui a été prononcé ce matin par Vladimir Poutine, qui est un homme qui ne pardonne pas les affronts. Il l'a montré à bien des égards. Si tout l'enjeu de tout ceci était simplement le limogeage du ministre de la Défense et du chef d'état-major, on se demande bien pourquoi on est allé jusqu'à de tels frais. Et bien sûr, je pense aussi avec votre chroniqueur, on se pose quand même vraiment beaucoup de questions sur les pouvoirs de négociation d'Alexandre Loukachenko, qui est sous total contrôle de Vladimir Poutine. Mais à quoi il faut s'attendre alors à présent, selon vous, un statu quo ? Alors un statu quo qui serait vraiment très difficile à maintenir, parce qu'il y a évidemment au sens bien sûr des solidarités entre le groupe Wagner et l'armée régulière russe, quelque chose qui a quand même été rompu. Alors on a justement très peu d'informations concrètes. Il est vrai que le groupe Wagner a manifestement bénéficié de certaines complicités pour s'emparer facilement de Rostov-sur-le-Don. Il y avait sûrement aussi des gens qui étaient prépositionnés du côté de Voronezh pour avancer en direction de Moscou. Mais tout ce qu'on a comme information ne montre en fait pas un très gros déploiement de forces qui se dirigeait effectivement vers Moscou et qui aurait effectivement mis en danger le pouvoir de Vladimir Poutine. Donc il y a des confiances, il y a évidemment des rapports de force qui ont été totalement bouleversés par cette action. Et je pense qu'on va encore avoir d'autres coups de théâtre dans les prochains jours. Alors, ça serait très étonnant que tout ceci se termine de cette façon. Bruno Darro, est-ce que vous partagez cette analyse ? Est-ce que pour vous ce retrait ne signe absolument pas la fin de cette rébellion de 24 heures ? Oui, moi aussi ça me paraît quand même si quelque part, encore une fois, si les choses n'étaient pas aussi graves, cette journée ressemble vraiment à une journée de dupe, hein, on aurait dit jadis. C'est quand même trop grave quand même ce qui s'est passé aujourd'hui pour penser que tout va être réglé comme ça. Déjà, encore une fois, il faudrait vraiment savoir ce qui a été négocié. Donc, espérons qu'on le saura dans les prochaines heures. Ensuite, il faut voir si ce qui a été négocié sera effectivement tenu. Ça, c'est une autre chose. En tout cas, cette journée a montré quand même une sorte de vide de l'État, quoi, parce que certes, Vladimir Poutine a fait un discours très martial, a annoncé une enquête du FSB contre Yevgeny Prigojine, a annoncé une mobilisation, des troupes de la gendarmerie, de la garde nationale, pardon, pour arrêter cette marche. En fait, rien ne s'est passé. Donc on hésite entre est-ce que tout cela finalement était préparé, vous voyez, une théorie un peu complotiste, ou est-ce que finalement ça a été la verticalité du pouvoir de Vladimir Poutine qui est quand même sérieusement mise en cause au point qu'il est forcé de négocier par l'intermédiaire de M. Loukachenko, ou alors il utilise M. Loukachenko pour négocier avec Yevgeny Prigojine, dont il a été très proche dans le passé quand même. C'est même une créature de Vladimir Poutine à l'origine, Yevgeny Prigojine. Bref, on est un peu dans le flou, mais là où je suis d'accord avec notre invité, c'est que je pense qu'il y aura encore des rebondissements après une journée comme celle-là. Ça n'est pas possible autrement. Ça traduit trop une forme de dysfonctionnement de l'État. Si on peut encore appeler aujourd'hui l'État russe un État véritablement, c'est plutôt des factions qui
qui luttent entre elles pour le pouvoir et pour l'argent aussi. Et au-dessus, il y a Vladimir Poutine, qui lui-même fait partie un peu de l'équation. Voilà, tout cela est assez compliqué sur fond de guerre en Ukraine, qui sert de révélateur à tous ces dysfonctionnements finalement, puisque cette guerre en Ukraine ne se passe pas si bien que ça pour l'armée russe. Justement, à quel point ce coup de force change-t-il désormais la donne dans la poursuite de la guerre en Ukraine? On en parle avec notre envoyé spécial à Zaporizhzhia, donc dans le sud du pays, Gwendoline Debono. Bonsoir à vous, Gwendoline. Vous vous trouvez donc à Zaporizhzhia. Quelles conséquences pourrait avoir cette crise, ce coup de force, sur la poursuite de la guerre en Ukraine? Alors, à l'avenir, c'est difficile de le dire, mais en tout cas, ce soir, l'Ukraine annonce avoir lancé des offensives dans plusieurs directions et il y aurait des progrès, notamment sur le front Est. Alors, on ne parle pas forcément d'offensives à très grande échelle, mais des attaques sont lancées et c'est vrai que les Ukrainiens, notamment les officiers ukrainiens, ont parlé toute la journée de ce coup de force de Wagner comme d'une fenêtre d'opportunité, mais tout en même temps en affichant une très grande prudence. Un officier du renseignement militaire que nous avons rencontré un peu plus tôt dans la journée nous disait que pour lui, ces événements, en tout cas leur timing, était une grande surprise. Lui s'attendait à ce que ça puisse arriver, cette explosion des problèmes internes à la Russie, une fois que les Ukrainiens auraient véritablement fait des progrès beaucoup plus importants dans une phase secondaire de la contre-offensive. Mais toutefois, il disait qu'il faudrait de toute façon essayer d'exploiter ces événements aussi bien militairement que politiquement. Ici, donc, la situation est évidemment suivie avec la plus grande attention, mais sur le fond, il n'empêche que l'on n'observe pas une diminution du front russe, on n'observe pas de ligne de front qui soit en train de s'effondrer. Donc on en est pour l'instant toujours dans la première phase de cette contre-offensive, avec des Ukrainiens qui viennent tester les défenses russes pour essayer de comprendre les faiblesses dans le dispositif. Et tous les soldats à qui nous avons parlé nous disent que peu importe ce qu'il se passe en Russie, ce qui compte pour eux, c'est ce qui se passe sur le champ de bataille en Ukraine, un champ de bataille extrêmement difficile où chacun reste concentré à sa tâche. Gwendoline Debono, envoyée spéciale de France 24 à Zaporizhzhia en Ukraine. Bruno Darou, il y a deux grands absents quand même dans cette crise. Ce sont donc Shoigu et Gerasimov, le ministre russe de la Défense et le chef d'état-major des forces armées. Comment analyser leur silence, le silence quand même des deux principaux concernés par cette réunion? C'est très certainement parce que vu la gravité quand même de ce que commettait Yevgeny Prigojine, et Vladimir Poutine a dû leur expliquer que c'était à lui de parler, de s'exprimer. C'est sans doute la raison pour laquelle ils sont restés silencieux, même si effectivement ils étaient les principaux concernés en quelque sorte, puisque Yevgeny Prigojine a bien souligné qu'il ne voulait pas faire un coup d'État, mais ce qu'il appelait une marche pour la justice pour mettre fin à la manière dont les clowns, c'est comme ça qu'il les appelle, Shoigu et Gerasimov, gèrent cette guerre. Donc c'était une rébellion effectivement contre le commandement militaire russe que voulait faire Yevgeny Prigojine. Encore une fois, on ne sait pas s'il a obtenu gain de cause, mais de fait, les deux personnages les plus directement concernés, en effet, ont gardé le silence. Je pense vraiment que c'est sur injonction présidentielle que ça s'est passé comme ça. Vladimir Poutine s'est dit que là, il devait intervenir, ce qu'il a fait relativement tôt ce matin par une adresse de 5 minutes à la nation qui se voulait extrêmement ferme. Après, encore une fois, il faudra savoir ce qui a été négocié, parce que normalement, dans 5-6 jours maintenant, toutes les milices doivent retourner sous le contrôle de monsieur Shoigu, mais je doute que ce sera le cas de la milice Wagner, ou alors ce sera un des nouveaux épisodes de ce bras de fer qui dure quand même depuis le mois de septembre. Sur fond de questions logistiques d'ailleurs, puisqu'on se rappelle que Yevgeny Prigojine a commencé à accuser l'armée russe de ne pas lui fournir assez de munitions pour combattre, notamment à Bakhmout. Paul Vallet, je me tourne à nouveau vers vous. Ce coup de force, il aura aussi permis de mettre en évidence la fragilité actuelle du pouvoir russe et de Vladimir Poutine.
Oui, c'est d'ailleurs les termes qu'ont employés ce matin le président Volodymyr Zelensky pour l'Ukraine. Il parle justement de la grande faiblesse interne de la Russie. Et il ne s'agit évidemment pas là simplement d'un commentaire qui était destiné à soutenir le moral ukrainien, mais un constat qu'il faut bien voir dans, disons, une certaine désorganisation de commandement, qui a d'ailleurs du reste caractérisé une partie de l'effort de guerre russe depuis le premier jour de l'invasion. Donc là, on observe bien évidemment les effets des usures de cette guerre où les objectifs recherchés n'ont pas été atteints, où il y a évidemment une force comme celle de Prigojine qui s'est érigée finalement comme ultime recours, mais qui devient elle-même très difficile à articuler avec les forces régulières. Et bien sûr, ça ne restera pas sans conséquences sur l'effort de guerre. Je rejoins aussi ce que disait votre correspondante, parce que on voit d'ailleurs que le commandement ukrainien a gardé assez la tête froide finalement par rapport à tous ces événements. Ils ont probablement jugé bon de rester sur leurs plans initiaux et de ne pas les bouleverser par rapport à ces développements extraordinaires de la journée. Les Ukrainiens savent qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre trop de personnel ou de matériel dans des attaques qui n'auraient pas été lancées dans les conditions vraiment optimales sur les points où il y a des vraies faiblesses qui ont été détectées chez les Russes. Alors peut-être que ces incidents peuvent, dans les prochains jours, créer des conditions qui seraient favorables. Mais là encore, on le verra, les Ukrainiens agiront probablement sur la base vraiment des meilleurs renseignements qu'ils peuvent obtenir sur la réalité de la situation et savoir si la situation est vraiment à leur avantage. On essaye toujours de comprendre cette rébellion de 24 heures avec vous. Régis Janté, bonsoir à vous. Vous êtes le correspondant de RFI dans l'ancien espace soviétique. Vous connaissez bien la région. Comment vous expliquez ce coup de force éclair et cette volte-face de Yevgeny Prigojine ? Je crois que comme ça a été évoqué précédemment par Bruno Darroux notamment, effectivement, ce sont des problèmes qui sont déjà anciens puisque dès septembre, octobre dernier, on a entendu des critiques adressées par Prigojine à l'encontre du ministère de la Défense et elles sont allées croissantes jusqu'à des moments très importants de crise au mois de mai dernier et puis avec l'espèce de rébellion d'aujourd'hui extrêmement surprenante. Le fond de cette affaire, il faut quand même comprendre comment Prigojine entre en guerre. Il entre en guerre parce que l'armée régulière n'est plus capable de remporter des victoires et lui apporte une solution. L'armée n'est plus capable de remporter des victoires, elle n'est plus capable de mobiliser également. Et lui entre en guerre, si j'ose dire, en apportant une solution au Kremlin qui est de mobiliser des prisonniers et en s'en servant comme de chair à canon, il n'y a pas d'autre nom, mais finalement de remporter 2 victoires qui sont à peu près les 2 seules victoires qui ont été remportées par les forces russes depuis presque un an en réalité. Et donc il demande en quelque sorte les dividendes. Et moi, mon analyse, en tout cas mon hypothèse que je crois qu'il faut avoir, parce qu'il me semble qu'elle fait partie du paysage, c'est qu'en fait il y a une scission à l'intérieur de l'armée, pas entre l'armée et Wagner, mais à l'intérieur de l'armée, parce que Wagner fait une partie de l'armée en réalité, même si elle est un peu externalisée et la gestion en est confiée à Prigojine, mais il ne faut pas oublier que Prigojine est très proche d'une partie de l'armée, de généraux qui sont probablement aujourd'hui des hardliners, des gens qui sont pour un engagement beaucoup plus total de la Russie dans la guerre en Ukraine et qui sont des gens comme le général Sourovikine, peut-être comme le général Mizintsev et un certain nombre d'autres. Et il me semble, en tout cas il faut l'avoir comme hypothèse, que l'audace que l'on voit chez Prigojine depuis quelques mois et qu'on a vu de manière incroyable aujourd'hui, c'est aussi celle de quelqu'un qui pense qu'il est peut-être capable d'emmener derrière lui une partie de l'armée, non pas peut-être pour prendre le pouvoir à titre personnel, mais pour offrir une solution à la Russie, pour remporter une victoire ou des victoires sur le front ukrainien à une époque où une contre-offensive va être lancée et où dans les mois qui viennent, l'Ukraine espère recevoir peut-être par exemple des avions F-16. Bruno Darroux, finalement, qui est le principal bénéficiaire de cette rébellion ?
Ce soir, vous voulez dire? Oui, bah moi j'ai plutôt tendance à dire effectivement Yevgeny Prigojine, puisque effectivement il a réussi à montrer qu'il pouvait quand même se montrer très menaçant vis-à-vis du pouvoir de Vladimir Poutine, et que ce dernier quand même négociait. Alors notamment pour les raisons qui étaient invoquées à l'instant par Régis Janté, parce que finalement la milice Wagner a été la seule quand même qui a obtenu des victoires ces derniers mois en territoire ukrainien, et puis peut-être effectivement ce rééquilibrage au sein de l'armée. Donc c'est pour ça qu'il va falloir attendre pour voir la suite, parce que peut-être que pour le moment, évidemment, Vladimir Poutine ne voudra pas agir sous la pression, mais peut-être va-t-il se résoudre à se débarrasser de notamment Sergueï Shoïgu, même si c'est un proche, pour mettre peut-être quelqu'un comme le général Surovikin, qui connaît très bien Yevgeny Prigojine. Hein, les deux hommes se sont connus en Syrie notamment, voilà, qui sont plus oui, comme disait Régis, des hardliners, c'est-à-dire qui disent voilà, il faut faire absolument quelque chose, il faut reprendre l'offensive en Ukraine. Il faut que la Russie, que l'armée russe quand même, qui a des moyens, qui a des capacités, élabore une stratégie beaucoup plus offensive. On peut pas rester comme ça sur la défensive à attendre la contre-offensive ukrainienne. Et ça, je pense à la fois pour quelqu'un comme le général Surovikin et Prigojine, il y a une espèce de communauté de pensée, et ça, pense-t-il, donc c'est un peu la responsabilité de Sergueï Shoïgu et Valéry Gerasimov. Donc il faudra aussi surveiller comment ça se déroule de ce côté-là dans les jours à venir. Que fera Vladimir Poutine? Est-ce qu'il va choisir le statu quo parce que Shoïgu et Gerasimov sont des fidèles parmi les fidèles, ou est-ce qu'il va se dire là, il faut que je change quand même quelque chose à la tête du commandement russe pour que l'armée reprenne un peu l'initiative? Et quel rôle jouera Prigojine là-dedans? La suite au prochain épisode, on a envie de dire. Voilà, et puis sachez que les combattants de Wagner sont en train de quitter le QG militaire de Rostov, donc la ville du sud de la Russie qu'ils occupaient. Régis Janté, dans cette rébellion, est-ce qu'il s'agissait essentiellement pour Prigojine de défendre la sécurité de ces hommes, ou est-ce que ces motivations allaient bien au-delà ? Non, effectivement, les deux s'articulent. C'est vrai que le prétexte avancé aujourd'hui et le prétexte de la rébellion d'hier, c'est le fait que l'armée régulière aurait attaqué un campement des hommes de Prigojine. C'était déjà une plainte qu'avait exprimée le patron de Wagner il y a quelques semaines lorsqu'il avait remporté la ville de Bakhmout et qu'il voulait l'évacuer, et il avait affirmé que lors du retrait de ses troupes, eh bien celle-ci avait été bombardée, ou en tout cas que les terrains avaient été minés par où ils devaient effectuer leur retraite. Et on peut comprendre ce qui se passe, c'est que effectivement les critiques adressées par Prigojine sont très fortes. Il ne faut pas oublier aussi qu'il est probablement à l'origine de la rencontre entre le président Poutine et ce qu'on appelle les blogueurs Z, ou les Z-blogueurs, qui sont des correspondants militaires de blogs en général, qui sont très influents, qui ont énormément de personnes qui les suivent, parfois jusqu'à 1 million, et qui sont souvent très critiques à l'égard de l'armée, parce qu'ils sont aussi animés d'une idéologie très, très nationaliste. Ils se trouvent souvent être plutôt du côté de Prigojine, et on sait que ça a fortement déplu au ministère de la Défense. Donc je crois que les deux s'articulent, mais que l'essentiel réside sans doute effectivement pour Prigojine. Est-ce qu'il est patriote, ou est-ce que simplement il essaie de capitaliser la situation qui existe actuellement? Mais en tout cas, où il se dit que les moyens ne sont pas définitivement mis en œuvre pour pouvoir remporter une victoire sur le front ukrainien. Et ça voudrait dire que si, comme Bruno Darou le disait, si effectivement on observait, c'est ça qu'il faudra observer, on observait dans les semaines qui viennent des nouvelles mutations avec des gens au profil plus dur qui seraient nommés à la tête de l'armée, ça voudrait dire peut-être qu'on se avec un tournant dans la guerre sur le front ukrainien cette fois, avec davantage une ligne beaucoup plus dure, beaucoup plus brutale probablement. Régis Janté, correspondant de RFI dans l'ancien espace soviétique. Merci à vous. Une dernière question avec vous, Paul Vallet. Est-ce que pour vous, on peut dire que c'est la plus grosse crise que traverse Vladimir Poutine depuis son arrivée au pouvoir ? Très certainement. Alors là, on voit mal d'ailleurs si c'est véritablement, comme le disait votre journaliste, Yevgeny Prigojine, qui sortirait, disons, gagnant de cette crise. Cela veut tout de même dire que Vladimir Poutine est humilié. Et il y a une chose qui m'a frappé aussi
la journée, c'est le complet silence de la Chine par rapport à cette situation et comment ça va affecter justement le standing international de Poutine face aux alliés qu'il a besoin pour mener cet effort de guerre. Ça aussi, on en verra des séquelles. Paul Vallée, historien, chercheur associé au Centre de sécurité politique de Genève. Merci à vous pour votre décryptage. Merci également à vous, Bruno Darroux. C'est la fin de cette édition. On se retrouve dans quelques minutes sur France 24. Restez avec nous.